Messire Charles de Batz de Castelmore, dit d'Artagnan, mes hommages. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Cette semaine, je vous emmène dans le sud-ouest à la découverte du Gers, de village en village. Le Gers est une terre d'histoire dont les bastides, châteaux et autres castelnaux illustrent l'héritage médiéval. Parmi les atouts du département, ces splendides villages, 6 d'ailleurs, sont classés parmi les plus beaux villages de France. Voilà, soyez donc les bienvenus sur les terres natales de d'Artagnan. Bienvenue dans la belle campagne gasconne. C'est un département. Alors dans le Gers, il y a 6 villages classés plus beaux villages de France. Ok, Et la Romue en fait partie. ça ne m'étonne pas. Qui sait recevoir. Monsieur Jérôme Pitoréen, vous êtes élevé au rang de grand ambassadeur des vins de Saint-Mont. Ici, on a le sens du contact. Les personnes qui viennent ici viennent chercher un peu d'activité physique, mais elles viennent surtout chercher du lien social, de la convivialité. Nous, on voulait vraiment créer une activité dans un lieu, dans un village, avoir un lieu qui permette aux gens de se rencontrer, mais tous les jours, toute l'année. Et on cultive la générosité. Je vais t'amener dans des villages tout aussi beaux, parce qu'ici, on est sur la Via Podiensis. Je parle bien sûr des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, les jeunes, je vous présente des côtes de porc noir avec des frites, faites maison et plein d'amour. Une échappée pour découvrir le Gers. Je dirais qu'il y a un appétit dans le Gers pour le cirque parce que c'est d'abord un art qui rassemble, un art populaire. Les Gersois et les Gersoises ont la possibilité très régulièrement de croiser des artistes, de voir des spectacles. Cette parcelle, elle est unique en France, dans le sens où c'est la seule parcelle inscrite au titre des monuments historiques. Elle a près de 200 ans. Bienvenue dans le Gers. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse ta lumière. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal, de parvenir au bien suprême. Par le Christ, notre Seigneur. Bonjour et bon dimanche. Bonjour Nikina, ça va? La forme? Bonjour. Vous avez eu des problèmes? Eh bien, j'ai eu des petits soucis, oui, au rugby. Ligament croisé. Mon levé, comment vas-tu? Adieu mon poulet. La forme? Bonjour. Bonjour, François Jérôme. Xavier. Ça va bien? Impeccable. Bon, je viens d'arriver. Bonjour, Jérôme. Bonjour Jérôme, la forme? Ton prénom? Valentin. Valentin. Bon. Bienvenue à Auch, Ouais, Jérôme. merci. Plein bengut, comme on dit chez nous. Très bien, merci de ton accueil. C'est une très belle cathédrale. Alors j'ai vu pendant que tu officiais qu'il y avait une jambe qui n'était pas en forme là. Eh ben, c'est un coup dur samedi dernier, lors de la finale départementale, discuté avec Valentin. J'ai quitté les béquilles hier, voilà. D'accord. Bon. Miracle. Je ne ferai pas le jeu de mots. Lequel? Ben, la béquille. Oui, la béquille. Malgré le ligament croisé, je te propose quand même de me suivre au stade à Montestruc pour aller soutenir l'équipe du MGF Ah bah qui oui, je dispute compte bien, ouais. ce 16e de finale. En revanche, je ne pourrais pas t'accompagner dans les rues escarpées de Auch, tu comprends Ok. bien. Oui, bien sûr. Mais on a la chance aujourd'hui parce qu'il y a Valentin, mon pote, il va prendre le relais et te faire bah visiter super. cette magnifique cité. Allez, on y va, c'est Je parti. te suis, Valentin. Je suis déjà passé par là tout à l'heure, l'escalier monumental et l'incontournable de la ville. ça, Pour quelle tout à fait. raison il a été édifié cet escalier? Eh bien écoute, sa construction démarre en 1858, juste après le coup d'État de Napoléon III. Il a été construit dans un double dessein. Le premier, c'est plutôt une politique de grands travaux, c'est-à-dire donner du travail à la population un petit peu misérable d'Auch. D'accord. Et puis, changement de régime politique, début du Second Empire. Et donc, on veut apporter de la prestance, du prestige à la ville. Et donc, on va vouloir embellir la ville en construisant donc cet escalier monumental, mais également la place Salinis, voilà, qui se développe tout autour.
Tu connais bien, dis donc, l'histoire de ta région, de ta ville? Un petit peu. Je suis professeur d'histoire dans un collège à l'île Jourdain, donc toujours dans le Gers. Ouais. Je suis passionné d'histoire depuis tout petit et puis je suis vraiment enraciné voilà, dans mon territoire. Je joue au rugby voilà, dans un petit club. Vraiment, tu as un pur produit gascon. Les garçons naissent dans des choux et les filles dans les roses. Ici, on dit qu'on est dans un pot de foie gras, généralement. C'est que tu voulais passer là pour t'échauffer avant le match ou quoi? Ouais, ça grave. Ça va, Michel. C'est la pousterle la plus pentue de toute la ville. 27% de pente. Tu vois, on les ressent bien là. Ouais, je la ferai pas à vélo non plus, celle-ci. Et pousterle, c'est un mot vraiment de la région, ça? C'est ça, alors c'est un terme gascon d'ailleurs qu'on retrouve sur les panneaux des rues. En fait, c'est une petite ruelle étroite et sinueuse qui relie la basse et la haute ville. Et tout le centre-ville d'Auch, le cœur historique, est ponctué de petites pousterles qui descendent jusqu'aux rives du Gers. Ah, mais il y en a une autre? Il y en a une autre, et voilà, il y en a partout. Ouais, donc là, c'est escalier, ça. Exactement, voilà. Celle-ci a été rendue carrossable pour que les voitures puissent l'emprunter, mais sinon, la majorité des pousterles sont en escalier. Bon, maintenant, Jérôme, ce que je te propose, c'est de rentrer dans la mairie, qui date du XVIIIe siècle. Je te propose d'ouvrir cette porte. C'est pas la salle du bureau du maire, hein? Non. Ils sont pas en réunion. Non, pour le moment... Ok, un théâtre à l'italienne dans la mairie, non? Exactement. Je ne connais pas beaucoup des théâtres italiennes dans des mairies. Celui-ci, c'est le plus ancien du département. Il date de 1761. Et en fait, on doit la présence de ce théâtre dans le bâtiment au goût qu'avait l'intendant d'Étigny pour cette discipline, pour le théâtre. Et des spectacles se jouent régulièrement ici? Oui, on a à peu près 200 jours de spectacles par an. Oh, c'est énorme. Ah oui, donc il est encore il en est activité. Le théâtre de spectacle. Exactement, voilà, tout à fait. Tu as joué au théâtre? Non, pas encore. Tu aurais pu jouer parce que tu as quand même cette moustache. À la Cyrano, peut-être. Qui te donne un petit côté peut-être même d'Artagnan. Ou les Brigades du Tigre, qui sait. Ah oui, tout à fait, ouais. Et puis pourquoi pas, avec mon nez qui risque de prendre des pètes au rugby, je pourrais rejouer Cyrano de Bergerac, pourquoi pas? Eh oui, oui, ah oui, oui. Il faut vraiment une grosse prothèse après. T'es pas trop stressé là pour cet après-midi? Ça devrait le faire. Pas devant. Ouais. Mais les copains de l'équipe. François-Xavier est là, bonjour. Enchanté. Ça, jeune, la forme? Ah, des moustaches. Bon, prêt pour le match? Moustache. Tu l'appelles Moustache? Ah oui, j'appelle moustache. Bonjour. Bonjour. Bon, après, on a tous un petit peu des surnoms dans l'équipe, donc je sais pas si on peut le dire pour toi. Oui, on peut le dire. Bon, la bézouille, mais en ce moment, c'est plutôt la béquille. Tu l'auras remarqué. Ouais, je lui ai dit. Voilà, on a Botti, puis Seb, le coach. Le coach. Voilà, et moi, c'est Creuseur. Creuseur. Quand j'étais petit, je rêvais d'être archéologue. Ah. Et donc, du coup, je creusais les trous dans mon jardin. Et au lieu d'aller jouer au rugby avec les copains, je les faisais creuser dans mon jardin. Vous vous sentez prêt pour ce match important? Je pense que c'est un match clé dans la saison. Très important, parce que ça fait 10 mois qu'on joue pour arriver aux phases finales. Là, ça va être un 16e, en espérant que tout le monde sera bien en forme. J'espère aussi, j'espère aussi. Puis je vois que vous êtes sérieux, vous êtes au café et à l'eau claire. Ça, c'est sérieux avant un match. Bravo. En tout cas, je pense bien à vous, les gars, même si je ne pourrais pas jouer avec vous. Et puis, on viendra vous soutenir avec Jérôme dans les tribunes. En tout cas, à fond avec vous, les poulets. À bloc. Les poulets. Les villages du Gers, c'est des beaux bâtiments, des belles maisons de pierre, d'une pierre blanche. Les villages du Gers, pour moi, c'est les beaux marchés et la gastronomie. Les villages du Gers, on va les retrouver dans les barriques d'Armagnac. Bienvenue à Saran. Nous allons passer sous la tour-porte. Donc, historiquement, c'était la seule entrée dans le village. Visiter le Gers, c'est partir à la découverte de ces villages, dont beaucoup datent du Moyen-Âge. C'est le cas de Saran, une bourgade de quelques rues qui s'enroule en escargot autour de l'église. Conservé dans un état impeccable, Saran est l'un des 6 plus beaux villages de France que compte le département. Nous entrons dans le cœur du village, avec typiquement des monuments architecturaux, les encorbellements, les colombages.
Tous les 6 ans, le maire reçoit la visite d'un inspecteur pour conserver le précieux label. Ensemble, ils passent en revue les efforts faits pour embellir la commune. On a essayé de conserver l'idée justement de cette restauration en respectant le patrimoine, les calades, tous les pieds de façade. Bah, c'est réussi. Hein. On demande à ce que le village soit beau, c'est-à-dire qu'il soit mis en valeur. Et pour ça, il faut qu'il y ait des aménagements qui soient réalisés ou des façades qui soient bien réhabilitées. On a 32 critères qui nous permettent d'apprécier si le village est bien mis en valeur ou pas. Et s'il est bien mis en valeur, eh bien, il est labellisé ou alors son label est reconduit. Et là, nous arrivons donc à un bâtiment qui est en restauration. Et vous avez une vue sur les toits de Saran et notamment sur l'église. Tous les détails sont importants et notamment l'harmonie, l'homogénéité des toitures. Donc là, dès qu'on peut monter dans un point haut, c'est un atout parce que voilà, on peut visualiser d'un seul coup d'œil s'il y a une harmonie qui se dégage au niveau des toitures. Et là, c'est le cas, on n'a que des tuiles canal et donc ce sera une bonne note pour ce critère pour Saran en tous les cas. Saran a donc toutes les chances de garder sa place parmi les 180 plus beaux villages de France et d'attirer de nouveaux artistes inspirés par le charme de ses ruelles. Mais dans ce département agricole, les villages se distinguent aussi par la gastronomie et de très beaux marchés de producteurs. À Saint-Matan, tous les lundis à 8h30 précises, les clients sont suspendus au coup de sifflet d'André, qui ouvre le marché au gras. La vente de carcasses et foie gras de canard en direct des éleveurs. Ah, celui-là, il est chouette, celui-là. Allez, donnez-moi un petit cœur. Un cadeau. Saint-Matan, c'est le plus grand marché de remise directe du département. Il n'y en a pas de plus grand. C'est le seul en France. Il n'y en a pas ailleurs en Europe. C'est le plus grand du monde, en fait. Et parfois, je me plais à dire que c'est le plus grand d'univers. Tous ceux qui viennent ici ont une garantie de qualité. Puis en plus, comme ce sont des gens que l'on revoit régulièrement d'une semaine à l'autre, si jamais on a été mal servi, le lundi d'après, on sait s'expliquer. Voilà un foie qui a une belle texture, qui est souple, qui ne devrait pas fondre à la cuisson. Comme c'est la cuisson dans des bocaux, on cherche à ce qu'il n'y ait pas trop de graisse dans les bocaux quand on les ouvre. La culture de la volaille se prolonge à l'extérieur du marché. Ici, chacun peut trouver une pintade à élever soi-même, quelques poules pour avoir des œufs ou même en faire un animal de compagnie. C'est un nouveau membre de la famille. On a acheté une grande maison et il nous manquait les poules à la maison pour nettoyer, pour le compost, pour tout. Voilà, elles vont se promener. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir trouver un endroit où on trouve tout plein d'animaux à vendre. Au moins là, on a des gens qui font de l'élevage chez eux. On sait que les animaux sont en bonne santé. Celle-là, elle pond bien aussi, non? Oui, les rousses sont très bonnes pondeuses, oui. Oui, mais je vais en prendre 2 rousses aussi, s'il vous plaît. Elles sont à quel prix, celle-là? Alors, les rousses sont à 13 €. Oui. Et les grises, les blanches à 14 €. D'accord. Ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais enfant, avec mon frère et ma soeur, on venait, on adorait venir ici. Enfin, mes parents, ils achetaient pour tuer la volaille, pour l'élever et pour la manger aussi, après. C'est les moments de partage en famille. C'est des souvenirs qu'on a envie de revivre quand on est plus grand, qu'on a envie de transmettre. C'est aussi une histoire de transmission qui pousse Vincent sur les routes du Gers. Il est négociant en Armagnac et parcourt les villages de la région pour faire vivre une vieille tradition qui se perpétue encore aujourd'hui chez les vignerons. Dans le Gers, en Armagnac, il y a beaucoup de producteurs qui ont des barriques chez eux parce qu'en fait, certaines années, les bonnes années, ils ont distillé. Et moi, mon travail, c'est d'aller choisir dans ces petits villages le meilleur terroir et surtout les meilleures conditions qui ont fait que l'Armagnac a été bien élevé et a été élevé dans des bonnes conditions et qui fait qu'il donne peut-être des très belles eaux de vie. Bonjour. C'est bon. Ça va? On va aller voir cet Armagnac? On y va. Robert et Adeline reçoivent Vincent dans leur garage. Ils ont distillé cette barrique d'Armagnac en 1982 et l'ont conservée comme un bas de laine. Aujourd'hui, elle vaut plusieurs milliers d'euros. Et oui, ça ne me souvient plus. On la vend maintenant parce qu'elle a fait plus de 40 ans de fût, c'est rare.
On n'en trouverait pas beaucoup à 40 ans. Ils ont choisi un bon tonnelier, ils ont mis du soin et ils ont patiemment veillé sur leur barricade. Voilà, ils ont bien fait honnêtement, ils ont bien fait leur travail. De retour au chai, cette barrique rejoindra les dizaines d'autres que Vincent a choisies une à une. Commence alors un travail de petit chimiste. Chacun de ces échantillons a sa personnalité, à lui de les assembler pour faire ressortir la saveur idéale. Je vais aller chercher différentes choses, là, de l'agrumes, du fruité, un arôme plus boisé, et je vais essayer d'équilibrer tout ça dans mon assemblage. Voilà. L'idée, c'est d'aller chercher le meilleur en fait, de chaque terroir, de chaque coin, de chaque vallée, de chaque village, en fait, avec toutes ces spécificités que nous, on a la chance d'avoir dans le département du Gers. Et l'idée, c'est d'assembler tous ces terroirs pour donner l'assemblage qu'on veut, et là, en l'occurrence, quelque chose de fruité, mais un peu épicé. Les villages du Gers sont à l'image de ces Armagnacs, de petits trésors qui ont traversé les âges en affinant leur caractère. Il y a beaucoup de vignes dans ce coin-là. On est en train de traverser, Jérôme, la commune la plus fournie en vignes du département, la petite commune de Laroque-sur-Noce. Toi, tu as grandi dans un milieu rural ou tu as grandi à Auch? Moi, j'ai grandi pas très loin d'ici, sur la commune de Castelnau-d'Auzan, dans une famille d'agriculteurs. Voilà, mon père était agriculteur, lui, il avait des brebis viande. Ça t'aurait plu d'ailleurs, toi, de reprendre ça? Moi, je me destinais à la reprendre. Donc, tu as fait des études agronomiques? Oui, c'est ça, ouais. BTS production animale à Pau et licence technico-commerciale pour prendre un petit peu d'expérience et aller travailler en dehors. Après, à l'âge de 21 ans, j'ai décidé de me réorienter et de basculer sur d'autres brebis. D'être berger, mais d'autres brebis, les brebis à deux pattes. Voilà. Écoute, là on arrive sur le petit village de Foursès, village remarquable, un des plus beaux villages de France. Et sa particularité, tu as vu que dans le Gers, il y avait beaucoup de bastides qui datent du Moyen-Âge. Et cette bastide-là, elle a la particularité d'être ronde. Ce qui est un peu bizarre, c'est d'avoir une bastide ronde au pays de l'Ovalie quand même, non? Oui, c'est vrai. Ça, on l'avait pas entendu encore celle-là, Jérôme. C'est vrai? Non, non. Écoutez, c'est offert, c'est cadeau. Adieu Mathieu. Bonjour. Jérôme, Mathieu, enchanté. Enchanté. Ouais, voilà, Mathieu, un ami berger qui fait des brebis laitières, parce que je t'ai parlé des brebis viande chez moi, pas très loin d'ici. Mais ici, on a un vrai berger. C'est une race différente de ce fait. Ouais. C'est la race du Béarn, où je suis originaire, en vallée d'Ossau. Et donc l'hiver, on est ici dans le Gers. Et l'été, on repart transhumer en vallée d'Ossau, Col-Lobisque, où on passe les 4 mois d'été avec les brebis. Et on fait du fromage aussi. Ah oui, donc ça fait un petit bout. Oui, c'est ça. Pas simple à transporter. T'as combien de têtes là? Il y a 350 brebis. Ah oui. Et vous êtes rencontrés comment tous les deux? On s'est rencontrés, moi j'étais au lycée, donc il y a quelques années. Je cherchais un job d'été. Et donc c'est comme ça que j'ai contacté Mathieu pour venir lui filer un coup de main à la montagne. 2 années d'affilée pour voir de la brebis laitière, la traite à la main, la fabrication du fromage et puis le gardiennage en estive aussi. Il y a 3 ans maintenant, on a mécanisé, mais on passait 3 heures matin et soir à traire les brebis à 2. Donc ça c'est assez rude. 6h, 9h le matin. Mais bon, c'est insolide. C'est insolide. Ça t'a étonné de le voir s'engager dans la prêtrise comme ça? Oui, un petit peu. Parce que quand même, c'est quelqu'un qui est ouvert au monde autre quand même, de ce milieu-là. Avec notamment le rugby. On l'a connu jeune, donc
c'était quand même un jeune dynamique, on va dire. C'est sûr. Mais après, ça lui correspond. Et puis, c'est quelqu'un qui, je pense, peut apporter aussi une vision ouverte, jeune, un peu moderne, je pense, aussi pour l'Église. C'est une bonne image des prêtres bergers modernes, entre guillemets. Moi, je trouve ça chouette. Un renouveau un peu dans la façon de penser, de faire les choses. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Bonjour. Bonjour. Jérôme, alors je te serre pas la main parce que tu es occupé. Oui. Salut Karine. Et salut Zouille, comment ça va? Impeccable. Bon alors là, vous avez des tomes de combien? 5, Donc 10 les kilos tomes font à peu près 5 kilos. Ouais. Et donc là, tu es en train de les laver. Qu'est-ce que tu mets comme produit en fait? Comme En produit, fait, c'est de l'eau. ce n'est que de l'eau et du sel. Et cette eau, j'appelle ça de la morge en fait, m'aide à ensemencer les plus jeunes. Quand ils sont jeunes, ils sont blancs, comme ça. Ok. Ça, c'est ceux d'il y a quelques jours, là. Donc, ils sont encore tout blancs. Et c'est naturellement que la croûte va se former. Ok. Il va y avoir une réaction avec... oui, avec le sel. Les bactéries, c'est quoi? Ça va faire une moisissure, en fait. Une moisissure blanche qui, après, m'aide à faire maturer le fromage, à le faire mûrir. C'est les premiers de la saison. Tu peux manger la croûte, hein, puisqu'elle est naturelle. Merci, Karine. 3 mois, on sent qu'il y a déjà du caractère. Hein. Ouais, c'est comme les gens. Oui. Les gens de la campagne ont du caractère. Et il le faut. Typique, mais oui, c'est du fromage au lait cru et fermier, donc c'est ce qu'on recherche. Très, très bon. Sous l'œil aiguisé d'un bon prêtre, voilà, qui nous fasse des bénédictions pour que ça puisse durer le plus longtemps possible. Quand vous voulez d'ailleurs. Hein. Bon, Jérôme, c'est pas tout, mais on a quand même un match à aller voir. Ah oui, parce que je te rappelle qu'on a quand même une équipe à supporter cet après-midi. On sera là. Ça va nous donner des forces pour encourager ton club. Tout à fait. Oula, intensif, hein, l'échauffement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc Montestruc, Gers Rugby. Voilà, Montestruc, on est dans le petit village de Montestruc sur Gers. Et on est au sein du club du MGR avec ce stade qui est un peu en périphérie du village, mais qui fédère beaucoup de monde. Donc ça, ce sont tes camarades? Ça, c'est mes camarades. Si je ne m'étais pas blessé la semaine dernière, je serais en train de trottiner avec le numéro 6 dans le dos, mais je l'ai laissé à quelqu'un d'autre pour que l'aventure continue pour le club. Alors toi, tu as commencé le rugby, t'avais quel âge? Eh bien, j'ai commencé le rugby comme tout petit Gersois au berceau, presque, avec un ballon de rugby dans les mains. Et depuis 4 ans, j'ai cette joie de jouer avec la licence. Et j'ai retrouvé des amis et un club super. Dans le Gers, il y a beaucoup de villages qui ont un club de rugby. Et c'est vraiment vitalisant pour nos petits villages. Ouais. Ah, les joueurs arrivent. Ben, tu vois, Jérôme, les guerriers vont rentrer dans le vestiaire là, juste avant de rentrer sur le terrain. Moi, je vais les retrouver. Bonne prière. On est ensemble, on se fait confiance, c'est qu'on prend beaucoup de plaisir. Ok? Faut pas nous arrêter la saison, les gars. Va falloir qu'on crève sur le terrain pour qu'il passe. Faut que ça explose. De la violence. Il est interdit de perdre aujourd'hui, les gars. On a ce ballon, il est précieux, on le garde. On le garde. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Pour nos amis, pour les supporters, pour les bénévoles, pour tout le monde. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, Et adieu l'abbé. Salut l'abbé. Ça va? Eh oui, mieux que toi. Eh bien oui. Bienvenue à Montestruc. T'as vu, j'ai pris le foulard. Oui, t'as bien fait. Ah, te voilà. Voilà, Jérôme, c'est chaud. Hein.
te manque un accessoire, là, c'est impossible que tu assistes à ce match sans ça. Donc voilà, je te remets officiellement le foulard du MGR, voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez Kiki! Allez, tout seul, allez. Viens Alexis. Allez, il y a de la place, il y a de la place. Oh bordel, putain, fais chier quoi. On ne jure pas, mon père. On n'est pas à l'église. Allez rouge! Le dimanche, on est au rugby pour soutenir Montestruc. Bon, il y a quelques équipes qui sont un peu, voilà, on ne citera pas de nom, mais autrement, nous, Montestruc, quand même, on est quand même assez sympathique. Hein. Allez, les rouges! Allez! On joue presque notre vie. C'est nos fils, nos frères, nos maris qui jouent, donc on a l'impression de jouer avec eux. Et on n'accepte pas toujours ce qui se passe sur le terrain quand on est en bord de touche. Tous les dimanches après-midi, autour des terrains de rugby, c'est le cœur du Gers qui bat. Et à Montestruc, peut-être un peu plus qu'ailleurs, car ce club vit une renaissance après plusieurs années de sommeil. Ce soir, c'est une défaite et la saison se termine. Baissez pas la tête. Il y a du monde qui est venu. Mais pour sa deuxième année à la tête du club, le nouveau président a tout de même gagné son pari. Mais on va les remercier quand même, le public, d'accord? Parce que si on a fait ça, c'est grâce à eux aussi. Ok, d'accord, les gars? Merci. 1, 2, 3! Nous avons su fédérer sur le terrain et en dehors du terrain. Et même encore plus que le dehors du terrain, c'est tout autour, c'est tout un canton qui est derrière nous maintenant. C'était le plus important. Pour obtenir ce résultat, Michel ne compte pas ses heures. Les jours de grands rendez-vous, il donne le coup d'envoi dès 8 h du matin. Les garçons, là, on va installer tout ce qui est derrière pour faire les cuissons, pour finir les cuissons. Il y a les bouteilles de gaz et les crapauds à mettre derrière, à les brancher. Et après, on va descendre le rougail. D'accord? Il faut coacher la trentaine de bénévoles qui s'activent pour organiser le repas d'avant-match. Est-ce que vous êtes allé la chercher, la sangria, à l'épicerie? Oui, elle est au frigo, là. La vinaigrette, on la mettra au dernier moment. Ah oui? Oui, chef. Ah, je suis un petit chef, hein. Un petit chef, mais un rugbyman respecté. Les premières années, ce sont celles-là. 86, là, moi je suis là. Là, je joue arrière. Voilà, c'est la dernière année comme entraîneur. En 2007-2008, on avait joué une finale à Massub, ce jour-là. Et je crois que c'est mes plus beaux souvenirs de jeunesse, d'adolescence surtout. Parce que je suis arrivé à l'âge de 14 ans, moi, ici au club. Et les week-ends, je les passais ici. À Montestruc, Michel était la personne idéale pour redonner vie à cette association qui est bien plus qu'un club de sport. Les élus, vous avez votre table de prête là-bas. Maintenir un club, c'est énormément de travail. C'est vraiment c'est du travail au quotidien. Toujours être là pour diriger, aider. Un joueur vient me voir et me dit Michel, c'est possible, si tu peux me trouver un travail, si tu peux me trouver un stage. C'est un tout. La vie d'un club, ce n'est pas que du sportif, c'est du social, c'est du sociétal, c'est tout ça. C'est un tout. Et c'est justement en étant à l'écoute de tout le monde qu'on arrive à avancer. Dans le village de Saint-Médard, 300 habitants, la mère s'est montrée tellement à l'écoute qu'elle a créé un club de rugby dans sa commune. Bonjour Annie. Bonjour Valentin. Ça va? Ouais, toi? C'est parti juste pour le matériel déjà, ça sera fait. Valentin intervient à l'école pour initier les enfants au ballon ovale. Est-ce qu'il y en a qui font du rugby à part à l'école quand je viens comme ça? 1, 2, bon Marie-Lou on va dire oui aussi, 2, 3, 4. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'on retrouve dans le rugby qu'on ne trouve pas trop dans les autres sports? On se plaque. On se plaque, on arrête le joueur en face qui veut marquer des points en le plaquant, en le faisant tomber. Alors aujourd'hui par contre on ne ferait pas de plaquage. Hein.
Les petits ont l'image du rugby, l'image à plaquer, l'image de contact. Voilà, donc eux, ils sont un peu frileux quand on va faire du rugby dans la cour de l'école. On a démystifié tout ça et tous les enfants sont enchantés. Attention, on va faire du main à main. Je vais courir, Marilou passe, je lui donne le ballon, Marilou va faire pareil. On est bon? On reste dans le terrain, on reste dans le carré et on se donne le ballon. On va essayer de prendre tout l'espace. Attention, vous pouvez avancer jusqu'à moi là. Le rugby dans le Gers, il est ancré dans certaines familles, mais on a des nouvelles familles qui n'ont peut-être pas cette culture rugbystique, qui ont besoin de découvrir ce sport. Allez, oui, super, ça très bien les appuis rouges. Fonce. Le rugby féminin se développe de plus en plus, où on se rend compte que les filles ont des fois plus d'appétence jeune à ce sport-là. Et il y a un gros travail qui est fait sur le développement du rugby féminin. Ouais. Mon père, il en faisait, et mon cousin aussi, et ils m'ont poussé à en faire, et du coup, je suis allée tester. Ça m'a bien plu, et du coup, j'ai continué. Vous avez pris du plaisir aujourd'hui? Oui. Ok, c'est le principal. Là, on fait une main. On fait 1, 2, 3, Saint-Médard. C'est parti. 1, 2, 3, Saint-Médard. Super, merci tout le monde. On ne peut pas commencer le rugby avant 6 ans, mais il n'y a pas d'âge pour arrêter. Dans ce même village de Saint-Médard, c'est encore le ballon ovale qui permet aux femmes retraitées de se maintenir en forme grâce au rugby santé. Bon les filles, on va commencer. Vous mettez tout autour de moi. Allez, c'est parti. On repose. C'est juste pour réveiller. Voilà. Le rugby, dans un territoire rural, ce n'est pas une équipe à 15 qui joue le dimanche. C'est aussi tout ce panel qu'on peut offrir à la population tout autour. Gauche à droite, de droite à gauche. Ça coince. Maintenant, on va essayer de marquer un essai. Allez, stop. On ne bouge plus. Ah, nous foutons le bazar au fond là-bas. Nous, on était bien, on était calés. Les personnes qui viennent ici viennent chercher un peu d'activité physique. Si elles restaient chez elles, elles n'en feraient pas. Mais elles viennent surtout chercher du lien social, de la convivialité. Certaines ne sortent pas de chez elles de toute la semaine. Elles viennent ici pour rencontrer. On est là pour passer un bon moment et tout le reste reste à la porte. Attention. Ouais. Super vite. C'est fait. Oui. J'ai rencontré une amie qui m'a dit beaucoup de bien de ce que l'on faisait ici et ça m'a donné envie de venir voir et je suis restée, ça fait 2 ans. Ça m'aide à bien vieillir. En canard, t'as pas de demoiselles? T'en as ou pas de la carcasse? J'ai plus de demoiselles. Ah. J'ai vendu les demoiselles ce matin. Vous savez ce que c'est la demoiselle de canard? C'est la carcasse où il reste encore les restes de l'aiguillette, et ça on le fait au four quand on n'a pas le choix. Et moi je te fais ça au barbecue et après on y va avec les doigts. Bonjour. Jérôme. Je sais pas pourquoi, mais j'imaginais que tu pouvais être sur un stand comme celui-ci. Bah, dès qu'il y a du canard, je suis pas loin en fait. Je t'avoue. Ça va, Mickaël? Bah, bienvenue dans le Gers. Merci. Bienvenue à Lectoure. Lectoure, c'est ta ville? Ouais, moi j'ai grandi ici, tu vois, il y avait mon école ici primaire, après je suis allé au collège derrière, après le lycée était pas loin. Et puis j'adore la ville ici, on appelle ça un peu la Toscane française, ici le Gers, cette partie-là. J'adore. J'ai vu en arrivant que c'était un village fortifié en fait. Complètement, ouais. On est sur un promontoire, tu vois, et c'est vraiment, je pense que c'est le seul. Après t'as Auch aussi qui est comme ça sur une colline. Mais Lectoure, pour moi c'est une des plus belles villes du Gers. En toute objectivité. En toute objectivité, bien sûr. Et puis dans le Gers, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Hein. Mickaël est connu pour ses vidéos, pour ses reportages fond de terroir. Salut chat, c'est bienvenue dans cet épisode spécialité gersois. Aujourd'hui, je suis à Saint-Clar, capitale de l'Ail, en plus ici en Gascogne. C'est la tonade et la moulade. Et on est sur la fin. Là. On se quitte là? Ouais, nous on va boire un coup. Ça c'est... Pâté. Donc tu es on va dire un bon vivant, un épicurien toi? Ouais.
Alors, est-ce que tu avais prévu d'acheter quelques victuailles pour notre marche sur le chemin de Saint-Jacques? Et ils ont de très beaux foie gras comme ça, tu vois. Je vais te prendre un bocal, oui, parce qu'on va... Ah bah carrément, la taille adulte en fait là. Histoire de pouvoir marcher sans avoir faim. Comme on dit ici, t'es pas venu ici pour acheter du terrain. Non. Eh bien 50 tourons, c'est raffiné. Allez, bah cadeau. Merci Théo. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Bonne journée. La bonne journée. À bientôt, Anichat. Bon appétit. Est-ce que tu aimes les tours? Ça te plaît? Pour l'instant, de ce que j'ai vu, oui. Je suis assez surpris de voir cette pierre qui a mis les façades ici. Tu sais, t'as la brique rouge à Toulouse. Ouais. T'as des carrières comme ça de pierre. Et ici, c'est des carrières calcaires. Donc tu retrouves beaucoup cette pierre-là, même dans les maisons de campagne. Le village. Ça s'appelle le village, mais en fait, c'est le village des brocanteurs. Et ici, pareil, c'est un lieu historique de la ville où c'était l'ancienne demeure des comtes d'Armagnac, qui après a été transformé en maternité et hôpital. C'est un joli lieu, dis donc. Hein. C'est magnifique. Toi, tu aimes bien chiner? Ah, j'adore chiner. C'est vrai? Ah ben j'adore. Mais moi, toujours, je trouvais toujours un petit objet, tu sais, un petit truc ou quoi, un petit ramasse-poussière. Alors quand il n'y a pas des vides-greniers dans le coin aussi, pour les beaux jours, tu vois, t'as beaucoup de vides-greniers. Moi, je viens ici me balader. C'est dans son jus. Ouais, mais c'est chouette parce que c'est un lieu qui a une seconde vie, avec des objets qui ont une seconde vie. Donc ça fait sens aussi, c'est... Complètement. Alors Jérôme, il y a un endroit que je veux te montrer ici, c'est la chapelle. Ah oui. Exceptionnel ce lieu. C'est totalement improbable comme lieu. Enfin, c'est insolite quoi. Tu me permets, Michael? Je vais juste faire un petit peu de lecture. C'est bien. C'est très charmant cette ville. T'as rien vu, je vais t'amener dans des villages tout aussi beaux. Parce qu'ici, on est sur la Via Podiensis, c'est la voie qui vient du Puy-en-Velay. Et je parle bien sûr des chemins de... Saint-Jacques-de-Compostelle. T'aimes marcher? Bah oui, et surtout que là, c'est un chemin mythique, donc il faut profiter à la fois de la randonnée et aussi des lieux qu'on va découvrir. T'as bien marché, Jérôme Chaud. Bah, c'est un bon début, il faut donner le rythme. Ce serait bien d'arriver avant la nuit. Comme on dit ici, t'es en canne. Je suis en canne. T'es en canne, quoi. Oui. Et on va faire une première halte ici. C'est pas qu'une ferme, c'est une boulangerie aussi. Et on va rejoindre Patrice, qui est paysan meunier. Ok. C'est-à-dire qu'il fait son blé. Et sa farine aussi. Exactement. Ah, génial. Allons voir si le meunier... Il dort ou pas? C'est sympa. Non, ça va, il est réveillé. Pardon. Bonjour. Bonjour. Jérôme. Patrice. Bonjour bienvenue. Patrice. Merci. Enchanté. Bonjour. Ça va Patrice? Oui, très bien, merci, ça va. Bienvenue chez nous. Merci. Donc ça, c'est la meule? Ouais, c'est une meule de granit en fait qui tourne sur la pierre de granit qui est aussi. dessous. Ah oui. Voilà. J'avais jamais vu une meule comme ça. Et là, tu fais de la farine uniquement de blé? Oui, oui. On produit nos blés, c'est des blés anciens. Et on fait la farine avec, et voilà. Donc, et le pain après. Et alors, la farine Et la farine, elle est derrière, là. La farine finit son chemin ici. Voilà. Et donc, ça, c'est la farine qui sert à faire le pain. Ce que j'aime encore une fois, c'est qu'il est paysan meunier. Oui. Tu vois, déjà paysan, c'est beau. Puis après, meunier, rajouter aussi cette casquette. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, non, après, on n'est pas nombreux, mais en bio, il commence à y en avoir quand même quelques-uns. Donc là, tu vois la moitié du binôme. Ouais. Voilà, maintenant, on va aller voir Pascal. Pascal. D'accord. Ma sœur qui fait le pain. Allez, ça marche, merci. Voilà. Avec plaisir, merci. Bonjour. La boulangère. Ça va? Oui. Toi aussi? Enchanté. Jérôme.
Pascal, la boulangère. Donc c'est toi qui fais la deuxième phase, la transformation de la farine. Oui, exactement. Là, ça se voit pas parce que tout est calme. Les pains sont en train de pousser dans la chambre de pousse. Et à 3h cette nuit, je me lève pour cuire. Ça pique, hein. Mais c'est chouette. Ouais. C'est un rendez-vous. Ils sont prêts, je suis prête. Et puis c'est pour des gens qui ont faim, quoi. Oui, le pain, oui. Tu as l'air épanoui, hein. Tu as un grand sourire. Oui, ça mais a l'air parce de que te plaire. c'est vraiment magique. Enfin, ce qui est le plus magique, c'est de voir germer le blé, les piaisons, le changement de couleur, les moissons. Je pleure, systématique. Ah oui? Oh bah oui, je pleure. Enfin, bah oui, c'est une naissance, quoi. Enfin, c'est un résultat d'année. Et après, un jour, mon frère arrive en me disant, ça y est, la farine est prête, tu peux l'essayer. Tu sais comment s'appelle ce pain, en plus? Non? Comment il s'appelle? Le généreux. Ah, toute une histoire, tout un programme. Tout un programme. Alors, il est là. Il est là. Oh, c'est beau. Voilà. On a un petit foie gras qui ira très bien avec ça, je pense. C'est ça. Ouais. Hein? Moi, tu vois, le pain, j'aime bien le sentir. C'est... Attends. Ça chante. Tu veux que je prenne dans mon sac? Je suis responsable du pain. Non, regarde. Ah, regarde, le sac à dos est fait sur mesure pour le pain. Ça, c'est extraordinaire. C'est génial. Bon, on pensera à toi quand on dégustera ça. Ah là là, vous me raconterez. Merci beaucoup. Merci beaucoup et Merci, bonne Pascal. route, bonne dégustation. On va se régaler, j'en suis sûr. On pensera à toi. Merci. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Ciao. Au revoir. N'hésite pas, les écorner ici, elles sont gauches. Ouais. Et quand c'est voilé, là, n'hésitez pas surtout à couper l'angle, là, comme ça la rattrape bien. Hein. Édifié au XIIIe siècle, le château de Flamarins connaît aujourd'hui une renaissance. Ravagé par un incendie dans les années 40, il retrouve sa silhouette originelle grâce à cette toiture monumentale reconstruite dans les règles de l'art. C'est assez rare, surtout la grandeur, une tour de 16 mètres de haut. Ça fait quand même 350 mètres carrés de couverture et de voligeage aussi. Ça fait quand même 30 000 tuiles qu'il faut pratiquement couper 2 fois toutes et percer. Donc c'est des travaux vraiment spécifiques qu'on voit surtout dans les monuments historiques. Et c'est vrai que nous on a plaisir à le faire parce qu'on ne le fait pas non plus tous les jours. Ce château est la propriété d'Arthur Gadel. Il est emblématique des forteresses qu'on retrouve sur tous les points hauts du nord du Gers. Comme beaucoup de régions, il y a des châteaux, il y a des tours de défense pour les envahisseurs. Donc on est proche de l'Espagne et on est sur une mode féodale. Donc beaucoup de villages, mode féodale, c'est sur un vallon. On construisait une enceinte tout autour et on rajoutait de la terre. Et sur cette terre, ça faisait une plateforme. Et sur cette plateforme, on construisait une tour de défense. Et on trouve ça dans plusieurs lieux. L'intérieur semble avoir traversé les siècles. Pourtant, ces pièces monumentales, ces poutres ornées sont l'œuvre d'Arthur et de son père, le résultat de plus de 40 ans de travaux menés avec très peu d'argent. Là, c'est une photo de comment c'était quand on est arrivé en 1983. Tout avait disparu. La cheminée qu'on peut voir sur la photo, ici, c'est la cheminée qu'on retrouve là, dans la pièce, refaite, et avec un décor en trompe-l'œil de marbre des Pyrénées. Ici, c'est un château, c'était que des pierres. Il n'y avait plus de plancher, donc on a remonté tous les planchers. Puis on s'y est pris au jeu avec mon père de tout le remettre comme il était à l'époque. Et on essaie de lui mettre notre âme et de le réhabiliter et de le rendre le plus authentique possible, comme on pouvait l'imaginer à l'époque. Préserver la splendeur de ces bâtiments, c'est aussi retrouver l'éclat de la pierre. Cette pierre blanche qui orne la cathédrale d'Auch ou le château de l'Arecingle. Julien Sourbès dirige une entreprise de maçonnerie. Il intervient sur la plupart des chantiers de restauration du patrimoine. Voilà 10 ans, il a racheté cette carrière qui menaçait de s'éteindre. Dans le Gers, c'est la seule carrière de pierre de taille pour la construction. Pour moi, ce n'était pas concevable de perdre le matériau local pour restaurer nos monuments. C'est un calcaire qui est unique en son genre, on ne le trouve pas ailleurs. C'est l'argile qui donne cette teinte ocre. Cette pierre représente l'identité de nos monuments.
Grâce à cette carrière, l'entreprise de Julien restaure les plus beaux sites de la région en respectant leur aspect d'origine. Classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, la collégiale de La Romieux fait l'objet d'importants travaux, notamment pour consolider sa tour-clocher haute de 33 mètres. Chacune de ces pierres est inspectée pour vérifier sa résistance à l'épreuve du temps. Par exemple, celle-là, elle est clean, on ne la changera pas. Celle-là non plus. Celle-là, on l'a déjà changée. Celle-là aussi, celles qui sont un peu plus claires. Et celle qu'on changera encore, c'est par exemple celle-là. Elle est pourrie, elle sera changée. Parfois, on pense aux maçons qui ont posé celle-ci il y a 800 ans, ou même des plus grosses. Et oui, ça fait un petit pincement de savoir que ce sera là pour des générations et des générations, quoi. Mais l'entretien du patrimoine n'est pas la seule motivation de ces chantiers de restauration. À quelques kilomètres de Vic-Fezensac, le château de Belmont est une ruine posée sur 5 hectares de terrain. Il y a 10 ans, Camille Lecoeur a flashé sur ces vieilles pierres laissées à l'abandon. La première fois qu'on a visité, déjà, c'était une journée d'hiver, c'était en décembre 2015. Château en friche, il pleuvait. La plupart des bâtis n'étaient pas accessibles, il y avait des ronciers de partout. Des gravats et une grosse coquille vide qui nous a tapé dans l'œil, quoi. Et on s'est vraiment dit, bah là, on a de la matière pour de nombreuses années, quoi. Et le but, c'est pas de terminer et d'habiter cet espace. Le but, c'est de se servir de tous ces volumes, de toute cette matière comme support de projet. Pour nous, c'est un immense terrain de jeu. L'association Châteauneuf des Peuples rénove ce château petit à petit en confiant chaque pièce à un projet différent. Nicolas Rossello est artisan et formateur en bâtiment. Ici, il forme 2 stagiaires au sgraffito, une technique décorative qui remonte à l'Antiquité. Salut Nico. Salut Camille. C'est de la formation, mais un chantier réel. Et c'est ça qui est fabuleux. Le fait aussi qu'on vit vraiment à 10-12 pendant une semaine, on a un projet commun, on se donne à fond, parce que des fois on a fini à 23h. On prend le temps de bien faire et d'apprendre le matériau, comment le poser, comment bien formuler des enduits. C'est vraiment très rare les lieux qui permettent ça. Ok, super. Un samedi par mois, l'association ouvre ses portes au grand public. C'est l'occasion de présenter les chantiers en cours. Cette année, ils inaugurent la tour de biodiversité, un espace rénové puis sanctuarisé pour les chauves-souris, rapaces et hirondelles qui y trouvent un refuge. Il était impossible pour nous d'imaginer qu'on les déloge pour pouvoir y mettre notre activité associative. Donc on a réfléchi et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas cohabiter au sein du même bâtiment avec toutes ces espèces et leur permettre vraiment de garder ces habitats? Solène réalise un mémoire sur la place de la biodiversité dans l'architecture. Elle trouve ici matière pour ses recherches. Je les rencontre pour la première fois et je suis vraiment heureuse de pouvoir être là. Ça nous permet de prendre conscience, nous, en tant qu'étudiants en archi, qu'on a du patrimoine à sauvegarder et qu'on n'est pas obligé de construire sans cesse de nouvelles constructions, étant donné qu'aujourd'hui, c'est ce qui impacte sur la planète et notamment sur les espèces, la biodiversité. Solène viendra peut-être grossir les rangs de l'association et contribuer à son échelle à faire grandir les projets du château. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Si on est bien avec ce petit soleil rasant. La particularité ici de cette portion du chemin entre Lectoure et Condom, longue de 35 km, il n'y a pas, regarde, de délimitation des champs. Ouais. Tu vois? Mais c'est vraiment propre à cette portion qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Ah, bonjour. On est suivi. Ah, bonjour. Ça va, mi pèlerin? Vous allez jusqu'à Condom? Aujourd'hui. Oui, d'accord. L'idée, c'est de faire tout le chemin, d'aller jusqu'à Saint-Jacques? Enfin, moi, oui. Vous, oui. Mais je suis déjà allé à Saint-Jacques. D'accord. Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. D'accord, Saint-Jean-Pied-de-Port. Bonne randonnée jusqu'à Saint-Jean, alors. Merci. Voilà.
Tu gardes un petit souvenir de ce chemin de Saint-Jacques ensemble. Pour sceller notre amitié. Voilà. Bon, je suis pas un garçon facile, là, Mickaël, hein, je te le dis tout de suite. Merci, c'est très gentil. Mais je trouve que ça marche entre nous. Ah bah oui, c'est bien. C'est très très beau. Regarde, Jérôme, tu vois des trucs là-bas ou pas? Des porcs? Ouais, c'est des porcs noirs. Ah. Et là, on va voir mes copains Sarah et Mathieu, son frère, qui sont lancés dans l'élevage de porcs noirs il y a 2 ans. Ah bah on arrive au bon moment. Et salut. La forme. Ça va? Ah, bouge pas. Ça va, Mathieu? Ça va et toi? Bien. Avec Laura. Pardon, bonjour. Avec Laura, Jérôme. Sarah. Sarah et Mathieu. enchanté. Salut Mika. Enchanté. Ça va, Sarah? Ça va et toi? Bien, ouais. Ce qui est bien avec Mickaël, c'est que on arpente la campagne et tous les 300 ou 500 mètres ou 2 km, il connaît quelqu'un qui a une ferme, qui fait du pain, là, qui fait du porc. Quelles sont les spécificités du porc noir? Des cochons un peu plus petits, un peu plus trapus. Ouais. Et qui sont faits pour les territoires aussi escarpés. Donc c'est un cochon, nous qu'on amène entre du 12 et du 14 mois, et qui va mettre une viande très rouge, très juteuse et goûtue et très persillée. Et ils sont très rustiques parce qu'à niveau maladie et niveau... On a pris cette race aussi pour être embêtés le moins possible, quoi. Ils sont en plein air, les vétos, on les appelle pratiquement jamais, quoi. Ok. Vous êtes jeune pour vous mettre à ce type d'élevage, parce que c'est un élevage assez spécifique quand même. Ce qui fait la force aussi, je pense, c'est d'être à deux. Ça permet aussi de se séparer les tâches, de se compléter. Et aussi, on a pu se lancer parce qu'on est déjà sur la propriété de nos parents. Ah, ils sont éleveurs aussi de porc? Ouais, alors non, eux sont en vache, en blonde d'Aquitaine, la race blonde d'Aquitaine. Okay. Et nos parents, eux, sont installés depuis 5 générations. Je trouve ça courageux parce qu'on dit que l'agriculture, c'est compliqué, c'est dur. Bien sûr. Mais il y en a encore qui osent se lancer, vraiment dire tiens, on y va, ça va être compliqué, ça va être dur, mais on y heureusement, croit. vous êtes là parce que ça nous permettra toujours de nous nourrir. Vous nourrissez la France, et bien plus que la France souvent, ça va au-delà de nos frontières. Donc heureusement qu'il y a des gens comme vous. C'est vrai qu'on y passe du temps. Ouais. Allez, bonne continuation. Merci les copains. Et bravo. Ciao. Et à bientôt. Et nous voici à La Romieu, Jérôme. Ah, c'est là. D'accord, La Romieu. Ah, j'en ai entendu parler de ce village. C'est charmant, dis donc. T'as vu, c'est mignon, hein? Petite venelle, là. Alors dans le Gers, il y a 6 villages classés plus beaux villages de France. Ok. Et La Romieu en fait partie. Ça m'étonne pas. Ah, regarde les clochers, là. Regarde, Jérôme. En fait, La Romieu est connue pour sa collégiale Saint-Pierre, qui fut construite sous l'impulsion d'Arnaud d'Ox de Lescou, qui était le fils d'un riche seigneur de l'époque. Et au fil des ans, Arnaud d'Ox est devenu cardinal sous la protection de son cousin, le pape Clément V, de l'époque. Qui était La Romieu, donc le cousin du pape était de La Romieu. Exactement, voilà. Et il a bien. fait construire cette collégiale en 6 ans. Donc au XIVe siècle, t'imagines, c'est assez rapide pour l'époque. Collégiale, c'est l'équivalent comme une cathédrale, sauf qu'il n'y a pas d'évêque, quoi. Ouais, c'est ça. Ça abrite un chapitre de chanoine. Exactement, une collégiale, c'est ça. Bon, Jérôme, ça te plaît, mais on va se poser un petit peu, regarde. Hein. On se fait un petit encas. Face au village de La Romieu, en plus. Regarde, il n'y a pas plus beau cadre. Hein. Super. On va se mettre là, on va se faire un petit... On va goûter ce foie gras que j'ai acheté sur le marché. Je te cache pas que je suis content de l'enlever de mon sac parce qu'il fait quand même 18 kilos ton foie gras. T'en as prévu pour une... Ouais, mais regarde, moi pareil. Compagnie, hein. Chez Pascal, on a pris un petit pain. Un petit encas de luxe, hein. Allez. Oh là là, c'est beau. Ah, ça c'est beau, ça. C'est pour toi. Ah, ça va faire du bien. Merci, Mika. Avec plaisir, Jérôme. Et merci, et bravo le Gers. Hein. Bah écoute. Parce que là, 100% local. Tu vois? Bien assaisonné. Hein. J'avoue, à force de rencontrer tous ces producteurs, tous ces actrices, acteurs locaux qui font briller le terroir, du Gers et du Sud-Ouest même en général, je pense créer quelque chose ici. Un genre de guinguette, tu vois, un lieu de vie, un repère de bons vivants, on va dire. Tu vois, moi, Jérôme, ce que j'aime bien au détour d'un virage, comme ça, tu peux tomber sur une croix.
en pierre, où chaque pèlerin a posé un petit caillou, un chapelet. Ouais. Et que tu sois croyant ou pas, bah moi je trouve ça beau. Non mais c'est le chemin, tu vas rechercher ce que tu veux, c'est un rapport avec la foi ou pas. Je suis d'accord. Bon là je t'amène voir Patrick et Jules. Ouais. On est toujours sur un duo, mais là on va parler transmission. C'est un papa et son fils. Et son fils a rejoint son père il n'y a pas longtemps pour reprendre le restaurant. Oh Mika, bonjour les jeunes. Comment ça va bien? Ça va mon poulet? Eh bien ça va la forme? Bah bien. Bonjour, enchanté. Jérôme. Salut Mika. Jules Bayonne, comme la ville et le jambon. C'est vrai? Patrick, le père de Jules. Bayonne aussi? Bayonne aussi. Très bien, ça ne s'invente pas ça. Ça ne s'invente pas. Le stagiaire. Ah oui, parce que Mika vient de m'expliquer que tu reprenais le restaurant de papa. Voilà, et maintenant je suis devenu stagiaire, retraité stagiaire. Ça fait combien de temps que tu as ce restaurant? Ce restaurant, ça fait que 5 ans, mais ça fait 47 ans que je suis dans le métier. Ouf, d'accord. Voilà. Toi, Jules, tu as toujours voulu reprendre l'affaire? Tu as fait autre chose? Non, moi ça a été compliqué. Moi je suis parti de la maison pendant 2 ans. Je suis parti de la maison, je suis parti en Espagne à l'aventure, un peu, découvrir le monde. Et ça fait 1 an là que je suis rentré. Papa il m'a appelé, il m'a dit écoute, je vends le restaurant, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit bon allez, on est dedans. On y est en plein. Ouais. C'était important pour toi, si tu avais dit non? Comment tu aurais vécu la chose? J'aurais bien vécu pareil. Ouais. Je suis fier qu'ils le prennent, mais je suis stressé qu'ils le prennent aussi. J'ai toujours peur. Oui, bah c'est un papa, mais ça. S'il faut l'aider, je serai là tout le temps. On va te choper un bout? Vous voulez manger? Oui, bien sûr, il n'y a pas de On a problème. grignoté un petit truc pas mauvais, on doit le dire, ce petit foie gras, t'es bien. Et Jérôme, qu'est-ce qu'on dit ici? Il dit on va te choper un bout, on va te choper. Chapé? Ouais, on va te choper. D'accord. Alors les jeunes, je vous présente des côtes de porc noir avec des frites, faites maison et plein d'amour. Magnifique, Bon avec quelques appétit. asperges, merci. Allez, on va goûter ça. Bonne dégustation, Jérôme. Merci, toi également. Merci. Bon app. Bon, on se parle. Merci, Mika. Merci de m'avoir fait partager ta passion pour ton territoire, pour ces gens qui font aussi la fierté du département avec ces bons produits. Et je te souhaite plein de belles choses. Et tu représentes bien ton territoire. Généreux, enthousiaste, il y a de la curiosité et il y a aussi beaucoup de partage et ça me parle. Bien, merci beaucoup, Jérôme. Ça me touche vraiment et c'était un plaisir de te faire partager avec moi ma passion du terroir, du Gers et puis tu reviens quand tu veux. Ça n'est pas impossible. Tu seras toujours la bienvenue. Tentez. Tentez. Là, tu nous dis où tu veux qu'on se mette. Alors, tu veux que j'ai les jambes en l'air ou les pieds posés au sol? Les jambes, c'est la bonne position ou... Shooting photo dans le cloître de l'abbaye. Avec le camaillot, là. Cette petite équipe travaille pour une marque de vêtements pour hommes installée depuis 2 ans dans le village de Pessan. On vient pour profiter de la nature et faire quelques photos d'ambiance, comme on appelle ça. Et nous, c'est un endroit qu'on aime bien, qui est toujours très calme et voilà, qui représente bien la marque pour nous. Alors Marion, je crois que j'ai un pli là sur ma jambe gauche. L'installation dans le Gers, ça a été vraiment un chapitre important pour nous. On a beaucoup communiqué dessus. Et il y a des clients qui nous disent « Ah mais oui, mais j'ai suivi, vous êtes partis à la campagne. » Et c'est un truc qui les a marqués. Après quelques années à Paris, Marion et Nicolas ont posé leurs valises dans cet ancien presbytère, une maison de 600 mètres carrés qui date du XIIIe siècle. Ça va être du polyester recyclé. Parce que le polyester, c'est la matière qui sèche le plus vite. Et on a... Bien sûr, le couple est venu chercher une nouvelle qualité de vie, mais pas seulement. Nicolas est originaire de la région. Leur entreprise a déjà créé 10 emplois localement. Des postes dans l'informatique, le marketing, la communication digitale, autant de métiers qu'il est difficile d'exercer dans le Gers. Tous mes amis d'enfance sont tous partis du département. Même ceux qui auraient préféré y rester, ils sont tous partis parce qu'il n'y a pas de travail. Et donc on sait très bien qu'à notre niveau, on ne va pas révolutionner le département, mais peut-être qu'on inspirera d'autres personnes et que ça fera boule de neige et qu'à terme, il y aura de nombreuses startups qui se diront eh bien, oui, c'est possible d'être une startup et d'être à la campagne.
À Simor, dans le sud du département, Séverine et son mari sont arrivés eux aussi avec l'envie de changer les choses. En 2008, ils reprennent le dernier bar du village pour en faire un café-restaurant. Séverine propose chaque jour un menu unique, une cuisine gastronomique issue de producteurs locaux qu'elle a choisis un par un. On voulait vraiment créer une activité dans un lieu, dans un village, qui soit une activité ouverte toute l'année, avoir un lieu qui permette aux gens de se rencontrer, mais tous les jours, toute l'année. Tout ce qu'on retrouve dans l'assiette vient de producteurs qui sont du département. Ce sont des gens qui sont soit autour du village, soit à un quart d'heure, 20 minutes. En tous les cas, ça participe de la question comment on fait pour vivre chacun de nos activités, chacun de nos métiers en milieu rural. Le bouche à oreille est rapidement devenu une adresse à part dans la région. La cuisine de Séverine rassemble les habitants du village, mais aussi des curieux venus de plus loin pour partager une ambiance chaleureuse. Moi déjà, ce que je trouve de bien, c'est que moi je suis venu déjà au moins une quinzaine de fois. Je n'ai jamais mangé la même chose. Vous réservez une table, mais vous ne savez pas du tout le menu que vous allez avoir. On trouve chaque fois un repas qui se rapproche du gastronomique, mais par contre qui a un prix très très accessible. Et les surprises se prolongent aussi après le service. Tous les samedis, le restaurant se transforme alors en salle de concert selon une formule originale. Les spectateurs s'abonnent à l'année avec une participation libre et découvrent chaque semaine une ambiance différente. La plus grande peur des gens dans la ruralité, c'est qu'il ne se passe rien. C'est qu'on s'ennuie, que ce soit désert. Et nous, quand on est venu ici, qu'on a repris le bistrot du village, c'était dans l'idée de créer la vie à la campagne comme on la rêve. Cette ambition dépasse aujourd'hui largement le cadre du restaurant. L'entreprise, créée par Séverine et Arthur, s'est transformée en une coopérative qui regroupe 120 personnes du village et monte des projets. Donc l'objectif, nous, c'est de prendre ce compost-là et le mettre sur l'autre. Sophie, par exemple, a été salariée pour gérer le potager du restaurant. Alors, je vais prendre un petit peu d'ail là pour Séverine. Elle n'est pas très ail parce que c'est très fort l'ail. Mais l'ail, c'est un peu moins fort. On essaye de prendre des variétés particulièrement rustiques et qu'elle ne trouve pas auprès des maraîchers. Elle recherche des parfums différents et donc elle va nous demander de prendre soin de plantes moi, que je connaissais pas du tout. Nous, l'objectif, c'est vraiment de faire vivre le village en proposant des choses qui ne soient pas destructrices, quoi. Des choses qui soient pour nous enrichissantes culturellement et au niveau de l'écologie. La coopérative a aussi permis l'ouverture d'un atelier partagé pour y installer des artisans. Scénographes, luthiers ou menuisiers, ils participent à l'activité du village. Laure et son compagnon sont facteurs d'instruments à vent. Ils ont choisi Simor pour venir travailler. Nous sommes installés ici et spécifiquement à Simor parce qu'il y avait le bouche à oreille et que nous étions intéressés par le projet de coopérative. Ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de vie au travail et une meilleure qualité de vie en général. Le bouche à oreille ne fait pas tout, mais il contribue, aux côtés d'autres associations, à la renaissance du village. Depuis quelques années, le marché qui avait complètement disparu a retrouvé sa place tous les vendredis soirs. C'est un village qui fait bon vivre dans le Gers. Moi, je dirais que c'est presque une famille, ici. Moi, je suis née ici. C'est vrai que je connais beaucoup de monde. Il y a une belle dynamique. Il y a plein de belles choses qui se passent. Et surtout, c'est l'enthousiasme aussi et le cœur à faire les choses ensemble, je crois. Ouais. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je cherche Laurent. J'ai rendez-vous pour aller faire du kayak. Ah, vous y êtes presque.
Faut continuer la route et c'est à droite à 200 après mètres. Ça, d'accord, moi je pensais que c'était de l'autre côté, donc j'ai fait tout le tour. Vous suivez la Baïse. Ah bon. Très bien. C'est votre maison, ça? Oui, c'est une ancienne maison éclusière. Vous avez un accent qui n'est pas du Gers, hein? On est belge-flamand. Ok, d'accord. C'est ça. Et vous êtes venu en vacances et vous êtes resté en fait? À ce moment, c'est toujours maison vacances, mais on est en train de l'aménager pour pouvoir vivre en continu parce que ça nous plaît tellement. Bah ouais, c'est une belle région. Ici à Beaucaire, on est bien. Hein? Ouais. Ah oui, pourtant, ça a l'air d'être un tout petit village. Oui, mais sa vie, c'est vraiment le bonheur. C'est ça. Bonjour Laurent. Ah bonjour Jérôme. Bienvenue au canoë de Beaucaire. Eh ben, je suis ravi de me promener un peu sur l'eau à tes côtés. Ouais, je vais essayer de te faire découvrir un petit peu la rivière Baïse, qui est ici, là, qui vient des Pyrénées et qui va se jeter à la Garonne. Alors on m'a dit de bien faire attention à prononcer le nom de cette rivière. Hein. Ouais, on dit la Baïse. Baïse. Ouais. La Baïse. C'est bien, tu as une rampe de lancement là. Et voilà, tout à fait. On va faire glisser dessus sans on se croirait sur le parc de l'équipe de France de Pau. Voilà. Je te laisse finir. Allez, je vais laisser les sables. Quel élan. Voilà, sans me prendre de peine. C'est très paisible, dis donc. Hein. Ah ouais, là. On n'entend pas de voiture, on n'entend rien en fait. Là, c'est l'invitation au calme, là. On parle de slow tourisme ici. Oui, c'est vrai, oui. Le tourisme lent. C'est ça. Voilà, donc là, on avait l'ancien fort, ce fameux caillou qui a donné le nom au village de Beaucaire. En vieux français, c'était Beaucaillou, Betcaire. Et donc, un village de Beaucaire est posé sur ce caillou-là. Ce mur a été remonté dans les années 1850 par là. Ils ont remonté parce que la rivière minait le dessous de l'église. Le niveau était plus haut alors? Voilà. Donc ici, les gabarres transportaient du blé, de l'armagnac, du vin. Ok. Il y a quelques petites anecdotes où des bateliers qui prélevaient un petit peu d'armagnac et remplaçaient par de l'eau dans les barriques. Ah oui? Ouais, il y a quelques histoires qui traînent comme ça. On venait se servir. Ouais, voilà, ils en profitaient un petit peu, les bateliers. Toi, tu es de la région? Oui, je suis originaire d'Ordan-la-Roque. C'est un petit village qui est à 20 km d'ici. Ok. Et j'ai rencontré ma femme qui est originaire de Beaucaire. Et je me suis installé avec elle ici. Et donc maintenant, ben, voilà, j'ai la chance d'avoir mes filles, ma petite fille près de moi. Puis bon, on se plaît bien ici. Ouais. Le milieu associatif que j'ai rejoint. Tu es président de quelle association, tu m'as dit? Du foyer d'éducation permanente de Beaucaire, le FEP Beaucaire, qui gère la base de canoë, ainsi que le café et l'école de VTT. On va arriver à l'estuaire d'un petit affluent de la Baïse, qui se nomme la Bèze, le ruisseau de la Bèze. Mais non. Si, exactement. B-E-Z-E. Ok, donc la Bèze alimente un petit peu la Baïse. Tout à fait, voilà. Ah, les gars du club. Il y a les vététistes, oui. Les vététistes. Tu les connais? Ah ben oui, en fait, il y a ma femme, je la connais bien. Elle était partie dans le groupe là, il y en a un, c'est mon gendre. D'accord. Ah, les pêcheurs sont là. Voilà, les pêcheurs qui sont ils sont installés au déversoir du Mouliron. Ben, l'eau doit être bien oxygénée ici. Hein. Ah, ils sont bien là, ici. Bonjour. Vous êtes bien équipés là, hein, avec ce bateau à pédale. On peut pêcher sous les arbres, toutes les bordures, là où le poisson se met, se protège. Et alors ce poisson, il y en a eu ou pas là? Là, il y en a eu un, manque de chance, j'avais pas mis le crâne d'acier, donc le brochet m'a tout explosé. J'ai plus qu'un bout de fil. Ah oui? Voilà. Là, normalement, on met un crâne d'acier. Ah oui, d'accord, il n'y a plus d'hameçon, il n'y a plus rien. Voilà. Et là, je me suis fait casser. C'est un brochet? Un brochet, certainement. Il y a quoi, du brochet, du cendre? Il y a du brochet, du cendre, de la perche et tous les poissons blancs. L'été dernier, on a pris 3 brochets, dont un de 92 cm avec un collègue. Ah oui, on était très satisfaits.
on s'amuse et on remet tout le poisson à l'eau. Bon, ben bonne pêche. Merci et bonne promenade. On est dans le cœur du petit village de Beaucaire. Il y a combien d'habitants ici? Voilà, il y a au dernier recensement 240 personnes, 240 âmes. Et combien de commerces? Il y a encore des écoles peut-être? Alors les commerces sont tous disparus. On a perdu le dernier. L'école vient de fermer il y a une dizaine d'années. Il ne reste plus que le bar associatif. Donc si on peut appeler ça un commerce, mais bon voilà, c'est le tissu associatif qui le fait fonctionner. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Et bon appétit mademoiselle. Alors, il y a du monde ici. Messieurs, dames, bonjour. C'est la belote qui gagne? Qui gagne? Les meilleurs. Les meilleurs. Voilà, c'est le centre de vie, on va dire, qui rassemble un peu tous les gens du village. On se retrouve ici, souvent le samedi soir, les jours de fête, à l'été. Donc, voilà, à tour de rôle, on tient le café. Et là, c'est le tour à Carmen aujourd'hui. Et on pourrait boire un petit floc, ça te c'est dit, local, un petit floc, c'est du local, ouais. Si tu peux nous servir ça, Carmen. Pas trop dosé, Carmen, hein. Il faut que je rentre après. Un petit léger. Depuis que je suis arrivé, moi, j'ai pu constater ça, l'implication des habitants, des villages. On est obligé d'être acteur de notre vie locale, associative, parce que sinon, il ne se passe rien. On est loin de tout ici. Donc, voilà, on crée notre petit microcosme et on se retrouve comme ça et on est... voilà. C'est chouette. On se fait, oui, c'est chouette. Regarde, je sais pas... Voilà. On est rencontre multigénérationnelle. Plein de gens ici, déjà. Les jours où vous ouvrez, c'est super. Bon, on va trinquer. Santé. Santé. Merci Laurent. À ta visite. Merci, et puis donc bravo à toutes celles et ceux qui œuvrent pour que ces lieux soient vivants et pleins de rencontres, d'enthousiasme et de partage. Oh, merci Carmen. Est-ce que toi, tu arrives à déporter ton poids vers ma main, là? Attention, ça devient tout mou pour toi, non? Alors, attends, faut juste pas que je me casse la nuque. Faut que je passe autrement. Séance de travail pour ces deux acrobates juchés sur leur aspirateur. Oh. Et jusque-là, c'est superbe. Pendant 2 semaines, la compagnie AP est en résidence à Circa, le pôle national du cirque d'Auch. C'est vraiment un lieu qui est fait pour ce temps de répétition, de création. Vous voyez, il y a du matériel technique, il y a des gens qui nous accueillent pour installer tout ça, notre scénographie, pour le montage. Il y a des hébergements sur place, on nous prépare à manger. C'est plutôt des très bonnes conditions de travail. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Ouais, vous avez tout ce qu'il faut? Ouais. Tout va bien. Ouais. Ok. L'équipe de Circa a choisi d'accompagner la création de ce spectacle. À l'issue de ces 15 jours de répétition, les comédiens présenteront une première ébauche de leur travail au public. Un public de connaisseurs, habitués à voir du cirque. Je dirais qu'il y a un appétit dans le Gers pour le cirque, parce que c'est d'abord un art qui rassemble, un art populaire. Et de par cette diversité de propositions, que ce soit à Auch, à Circa ou aussi sur le territoire, les Gersois et les Gersoises ont la possibilité très régulièrement de croiser des artistes, de voir des spectacles, donc peut-être un peu plus ici qu'ailleurs. Avec ses 2 immenses chapiteaux, une 3e salle de spectacle, Circa propose du cirque toute l'année. Il accueille même un festival tous les ans au mois d'octobre qui se diffuse dans toute la ville. Cet amour du cirque ne doit rien au hasard. Le Pop Circus est une école de cirque amateur qui vient de fêter ses 50 ans. Ah oui, on a fait un passage chacun? Dans les années 70, l'abbé de Lavenaire, aumônier du collège, crée un petit atelier de cirque qui occupe les élèves. L'idée a tout de suite plu et la personnalité de l'abbé a fait le reste. Oh là là, photo souvenir. Monsieur Arca. Ça c'est Badaboum, monsieur l'abbé. Mais fais la messe là? Ouais. Avant de faire du volant, c'est important. Ça c'était monsieur l'abbé pendant les camps, toujours en costume, pour faire les soirées animées. Oh, la gueule du costume. Et l'étincelle, c'est monsieur l'abbé qui l'a amené, qui voulait faire du cirque avec des jeunes, mais je pense pas que l'école de cirque est arrivée d'entrée de jeu. Il s'est dit, voilà, on s'amuse et on joue au cirque ensemble, quoi. Donc c'est un peu arrivé comme ça sur un côté un peu fantaisiste que monsieur l'abbé avait en lui, quoi. Elle est là. Il y avait ce côté fédérateur.
Après, est-ce que c'est le côté religieux qui fait qu'il arrivait à fédérer des gens? Mais il allait toujours taper à des portes, à un serrurier, à un menuisier, et puis ah, tu peux pas me faire 2 ou 3 trucs là pour que les gamins puissent faire de l'acrobatie ou un truc comme ça, et les gens faisaient avec lui en fait. Aujourd'hui, le Pop Circus forme des dizaines de jeunes et d'adultes toute l'année. Pour la plupart, le cirque est un loisir, mais certains se prennent au jeu et veulent pousser l'aventure. Ça aurait pu? Jure, c'est vrai? Zoé a 17 ans, elle s'entraîne 10 heures par semaine. Et tous les jeudis, elle affronte la planche d'appel du trapèze volant. Allez, active, on renvoie la barre. La première fois que j'ai fait du volant, je crois que j'ai crié maman dans tout le local. Ça fait peur, mais en même temps, une fois qu'on l'a fait, on est trop content et on a envie de le refaire. Ça a moins bien tourné là. C'était dégueulasse. Ça a moins bien tourné là. Oh non. Au départ, je considérais ça comme un loisir. Et puis après, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi pas en faire mon métier un jour. Maintenant, j'essaie de m'entraîner en me disant que ça peut me servir pour plus tard. Tous les ans, 2 ou 3 élèves du Pop Circus intègrent une école supérieure et épousent la vie de circassien. C'est le cas de Josian. Après quelques années à bourlinguer sur les routes de France, il a fait le choix de revenir dans le Gers pour y implanter sa compagnie. La raison d'être de la compagnie, c'est vraiment la démocratisation de la culture sur le territoire. Tous nos spectacles, ils ont 2 contraintes. La première, c'est qu'il nous faut seulement une prise électrique pour venir jouer. Et la deuxième, c'est que ça rentre dans un seul camion. Ça nous permet vraiment d'être accueillis par tout le monde et surtout d'aller vers les lieux non dédiés. Coucou Sylvie! Salut! Le projet de Josian s'inscrit dans une dynamique plus large. Avec d'autres associations, il cherche à désenclaver le village. On aimerait bien que cette esplanade-là devienne un peu le centre du village. Parce qu'il n'y a pas de centre du village ici. Aucun endroit pour que les gens se retrouvent et se rencontrent. La Pougerie s'est installée dans un bâtiment vacant que le maire leur a confié pour y développer des projets culturels. Alors ici, on est dans la grange. C'est l'espace où on aimerait faire une école de cirque, accueillir des résidences d'artistes et avoir des événements. Alors l'idée là, ça va être de casser le plancher pour retrouver toute la hauteur du bâtiment. Il faut refaire le sol et les murs. On a déjà les sièges. Il faut un peu se projeter. Mais ouais, bon, il faut des rêves qui nous dépassent un peu. Et pour rêver, rien de mieux qu'un spectacle de cirque. Ce spectacle, ça s'appelle Les Harnachés, sur la dualité, le rapport à deux. Pour illustrer le lien, on a choisi de prendre des éléments un peu contraignants et rigolos. Du coup, on a fait le choix des menottes. C'est comment, en se contraignant, on arrive quand même à faire à coexister ensemble. C'est de l'acrobatie et c'est un peu clownesque. Nous, on aime bien le terme de burlesque. Je suis au bout des menottes. L'objectif de ce qu'on fait en tant qu'artiste sur le territoire, on crée aussi du lien. Le spectacle et le cirque, c'est un prétexte à créer la rencontre. Mais là, tu vois, après le spectacle, tu vois, les gens ils discutent vachement, ça échange dessus. Et je trouve que c'est un peu ça le rôle de l'art et de la culture. Sublime là. C'est magnifique, Jérôme. Je voulais t'amener ici sur les hauteurs de Savazan, qui est un paysage typique de l'appellation Saint-Mond, tu vois, avec ce relief vallonné, ces vignes, ces arbres qui viennent border les parcelles. Et puis surtout, depuis ici, on a la chance d'apercevoir la chaîne des Pyrénées. Alors aujourd'hui, je crois que c'est la fête aussi. C'est vrai, je t'ai invité pour participer à la fête du vignoble, puisque durant cette journée et demain également, tous les villages de l'appellation Saint-Mond vont s'animer. C'est vraiment une contribution collective, une envie collective d'animer notre territoire. Alors ici, c'est une parcelle représentative de l'appellation Saint-Mond. Par contre, je souhaiterais te faire découvrir quelque chose d'unique en France.
C'est une parcelle à toi, ça fait partie de ton vignoble? Alors elle ne fait pas partie de mon vignoble, elle est la propriété de monsieur et madame P. de Bernade depuis au moins 1830, ce qui nous est rapporté par tradition orale. Effectivement, cette parcelle, elle est unique en France, dans le sens où c'est la seule parcelle inscrite au titre des monuments historiques. C'est-à-dire, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, cette parcelle, si tu veux, c'est une des plus vieilles parcelles de vignes de France qui existent. Elle a près de 200 ans, c'est-à-dire qu'elle est pré-phylloxérique. C'est une rescapée? Et exactement. On sait que sur la deuxième moitié du 19e siècle, le phylloxéra va être accidentellement introduit et va décimer le vignoble français et européen. Mais pas ici. Alors pour quelle raison? On constate ici que nous avons une veine excessivement sableuse. Et le phylloxéra est un insecte qui va mettre en place des galeries pour parvenir au système racinaire des vignes. Et ça veut dire que le sable empêchait l'insecte de faire des galeries? Exactement, puisque naturellement, elles vont venir s'effondrer. Et donc, en ne parvenant pas au système racinaire, le phylloxéra n'a pas pu faire dépérir cette parcelle. Et c'est pour ça que 200 ans après, on l'a ici. C'est extraordinaire. Vous êtes vigneron de père en fils. D'être devant un pied qui a 200 ans comme celui-ci, ça doit être émouvant pour toi. Et tout à fait, parce que tu te dis comment est-ce qu'il peut vivre ce cep de vigne. Tu as vu comment c'est tortueux, comment c'est creusé, comment il est travaillé. Il est extrêmement sec en plus là. Voilà, alors que ça vit pleinement. Ouais. Cela ne vont pas s'échapper. Alors je voyais là tes camarades qui sont en train de lier alors avec Oui, ils sont en train de lier à l'osier comme ça se faisait traditionnellement, tout simplement parce que ça permet de maintenir le cep bien droit, ça c'est une chose, mais surtout ça ne va pas blesser le cep. Bonjour monsieur, je ne veux pas vous déconcentrer, mais vous regarderez bien attentivement faire vos petits nœuds là. Vous voulez essayer? Ah, je vais essayer, bien sûr, je vais essayer. Alors, on a dit qu'on faisait ça, ok. Comme ça, à droite. À droite. À droite. Toujours à droite, d'accord. Voilà. Encore un petit coup, et puis hop, hop, bim, on passe dessous, plaf, clac. Ça, c'est coincé, ça bouge plus. C'est quoi votre prénom? Michel. Michel, joli prénom. C'est mon deuxième prénom, c'est pour ça c'est le prénom de mes parents. C'est vrai? Oui. Ah d'accord. Oui. Mais bravo d'avoir essayé. Quand on a un bon professeur, on peut tout faire, vous savez. Hein. Professeur, oui. Jérôme, sur ta droite, tu vas pouvoir découvrir dans quelques instants le château de D'Artagnan. D'accord, donc c'est le château où il est né, où il a grandi. Exactement. Waouh. Et maintenant, je t'amène au cœur du village de Saint-Mont pour la mise en perce du grand vin de cette appellation. D'accord, donc c'est un moment de fête. Exactement. Voilà. Il y a du monde, c'est chouette. Ouais. Donc je suis avec le président, donc je suis en première loge. Bravo les gars, vous l'avez mérité votre petit verre de Saint-Mont. Il faut qu'on le serve avant de le boire, c'est ça le problème. Ah, on s'arrangera, C'est joli ici, hein? Ah, c'est magnifique. Tu vois, on a l'église de Saint-Mont, une aile du monastère de Saint-Mont en face de nous. Ah, c'est super. Et c'est, comme je te disais, c'est tout un territoire qui s'anime. Ouais. Là, tout le monde est venu avec son verre, c'est marrant. Avec leur gobelet. Bon, la percée, c'est toujours un moment solennel aussi. Donc aujourd'hui, monsieur Jérôme Pitorin, découvreur et passeur de gens, d'endroits préservés, vous êtes élevé au rang de grand ambassadeur des vins de Saint-Mont. Il vous revient l'honneur de procéder à la mise en perce du fait. Qu'il en soit ainsi, que l'amitié et le plaisir de nous retrouver nous rassemblent à l'avenir. Bravo, merci beaucoup. Donc, pour que Jérôme devienne effectivement un véritable ambassadeur des vins de Saint-Mont et de l'appellation Saint-Mont, nous allons
lui offrir le béret des vignerons de l'appellation Saint-Bou. Alors, chacun le met comme il veut. Hein. Nous, on le met plutôt en pointe. Il y en a qui le mettent plutôt sur le côté. Ça, c'est au choix de celui qui le porte. Merci à toi, Eric, de me faire cet honneur. Profitez bien de cette journée, profitez bien du fête. C'est la fête du fête, et avec modération, bien évidemment. Coup d'envoi, Jérôme, c'est toi. Et... Allez, c'est voir. Ah là. Hop, un tout petit peu quand même. Il y en a 225 litres. Ouais, mais il y a beaucoup de monde, il faut que tout le monde en ait. Allez, à votre travail. À la vôtre. Alors, je vois que tu as mis ton costume de scène et plus de béret. Il n'y a que moi qui porte le béret en fait. Ce soir, j'ai laissé le béret pour la trompette. Le vigneron est resté à la maison et le musicien est apparu. Le musicien est là et je vais retrouver tous mes amis de la banda, les dandys de l'Armagnac. D'accord, bon, on va les retrouver alors. On y va? J'ai hâte d'aller voir tout ça. Tous les villages qui se retrouvent pour faire la fête. Ce soir, on aura 600-700 personnes, je pense, pour cette manifestation-là. Génial. Donc. Les bandas, c'est souvent aussi en famille. Je peux te présenter Laura, ma fille. Salut Laura. Ah, toi aussi. Ah. Ouais, on est sur un autre instrument. Il y a Maël, mon fils, un peu plus loin. Salut. Maël, je te présente Jérôme. Ça va Maël? Bah, tout le monde joue quoi. Tu vois, la musique, c'est quelque chose qui se transmet aussi. Hein. Bah, bon concert. Ouais, et on se retrouve après, Jérôme. Ah, ça marche. Me mettre dans l'ambiance. T'as l'autorisation de te salir. Ah, s'il faut donner de sa personne, on va y aller. Hein. Félicitations. Et merci. Les dandys. C'était chouette. On sent que les gens communient là, il se passe quelque chose de fort. Ouais, c'est le véritable esprit d'équipe, tu vois, que l'on retrouve une fois de plus avec des jeunes, des moins jeunes. Tu parlais d'esprit d'équipe, et je trouve que ça résume assez bien le département, parce que grâce à, on va dire, à l'énergie à la fois de chacun, mais dans le collectif, vous arrivez à rendre vivant cette campagne, cette ruralité. C'est un département, l'un des plus ruraux de France. Et c'est d'un dynamisme, d'une créativité, grâce notamment au monde associatif. Et ça, je trouve ça, c'est un vrai trésor. Et grâce à des gens comme vous, eh bien, ces territoires sont vivants, la culture, les traditions, tout reste là. Merci pour tout ça. Merci à toi. Merci également à tous ceux qui m'ont accompagné. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir un peu les coulisses du tournage. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous.